Bonjour à tous. J'ai le plaisir en tant que président de l'association GRETSI de vous accueillir à ce colloque 2022. Je suis vraiment content de revoir cette grande famille GRETSI. J'étais la semaine dernière à EUSIPCO dans la conférence européenne. Il y aura peut-être plus de monde cette année à la conférence GRETSI. Et je suis ravi de voir que cette grande famille est présente. Alors je peux reconnaître dans l'Assemblée les anciens présidents, Odile Maquis, Patrick Flandrin, merci d'être là, mes collègues, et aussi plein de personnes que je ne connais pas, des jeunes qui vont faire vivre cette association. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc je vais un petit peu, c'est le moment un petit peu des remerciements, bien sûr. Beaucoup de personnes ont travaillé pour l'organisation de ce colloque. Donc je vais commencer par les ténors. Merci David et Samson de nous accueillir dans cette belle ville de Nancy. Ça n'a pas été aussi simple. Je pense que vous savez tous qu'il y a un petit virus là qui nous a obligés à rester à la maison pendant 3 ans. Et donc normalement le GRETSI aurait dû avoir lieu l'année dernière. J'en profite d'ailleurs pour remercier aussi le Palais des Congrès qui a accepté de repousser l'événement sans surcoût. Et donc ça n'a pas toujours été facile, je pense, dans la tête des organisateurs de devoir annuler ce colloque, le repousser, mais nous sommes là, c'est l'essentiel. Voilà, il y a tout un ensemble de petites mains là qui ont travaillé dans l'ombre. Donc je vais pas les citer, et j'en ai peut-être oublié, je m'excuse, qui étaient là hier pour préparer vos sacs et qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Merci à elle aussi. Si vous avez un petit peu de temps, bon, David vous en dira un petit peu plus, mais la ville de Nancy vous offre des choses magnifiques. Je pense que vous aurez tous visité la place Stanislas. Pour ceux qui courent, je vous invite à aller au parc de la Pépinière, la PEP, je crois qu'il l'appelle. La vieille ville, j'ai eu l'occasion de me promener hier, est très sympathique. Et si vous êtes un petit peu plus musée, vous trouverez aussi de quoi vous ravir à Nancy. Donc voilà un petit peu le tour de France de la famille GRETSI. Nous avons donc le colloque a débuté il y a très longtemps, 9 ans avant le premier ICASP, et donc au départ il a été essentiellement localisé à Nice et à Juan-les-Pins, et ensuite je trouve que quelqu'un a eu cette merveilleuse idée de nous faire visiter tous nos labos en passant par Louvain. Et donc nous voilà aujourd'hui à Nancy. Je crois qu'il y a plus de 500 inscriptions au colloque, donc merci à vous tous. Et alors le fait d'avoir dû repousser le colloque d'une année nous a incité un certain nombre de réflexions. Doit-on faire le GRETSI l'année prochaine? Doit-on le faire en 2025? Donc on a voulu éviter une collision avec EUSIPCO 2024 qui devrait être à Bordeaux, et donc c'est pour cette raison aussi que le GRETSI aura lieu l'année prochaine à Grenoble, et donc nous aurons l'occasion de nous réunir à nouveau pour discuter de nos travaux. Voilà, donc je suis pas forcément fort en histoire, toujours été plus proche des équations, mais donc l'association GRETSI dont je vais vous parler, dont l'une de ses activités est le colloque, a été créée en 1958. Donc vous avez ici tous les noms des anciens présidents. Donc j'ai l'honneur en fait de succéder à André Blanc-Lapierre, Bernard Pissin-de-Monod, Odile Maquis et Patrick Flandrin. C'était à l'origine issu d'un rapprochement entre l'université, la marine nationale et l'industrie. Et l'objectif de cette association, c'est de favoriser les échanges autour du signal et de l'image. Alors, la plupart d'entre vous ne savent peut-être même pas qu'il y a l'association GRETSI.
La partie visible de l'iceberg, c'est ce colloque qui nous réunit tous les 2 ans. Il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent pour favoriser ces échanges autour du signal et de l'image. Donc je vais un petit peu résumer aujourd'hui rapidement, mais le travail de cette association. Donc comme vous voyez, il y a un conseil d'administration, il y a un comité de programme, il y a des gens qui s'occupent de l'école d'été, Peresque, il y a quelqu'un qui s'occupe du site web de l'association, un comptable, il y a des personnes qui s'occupent du prix de thèse auquel certains étudiants présents aujourd'hui ont peut-être participé et certains d'entre eux vont nous présenter leurs travaux jeudi soir. Alors je vais un petit peu vous donner un peu plus de détails sur cette partie cachée de l'iceberg. Donc le CA il se réunit 2 fois par an, traditionnellement une fois à la conférence, donc mercredi midi, une partie du CA sera présente. Donc il est constitué de 40 personnes à peu près, 39 aujourd'hui je pense. Chaque personne a un mandat de 3 ans, renouvelable. On essaie d'avoir une représentation géographique, que tous les labos soient à peu près représentés. Représentation thématique également. Donc si cette tâche vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester auprès de personnes que vous connaissez du CA. Donc il y a comme je vous l'ai dit, quelqu'un s'occupe d'une page web. Donc si vous allez sur le site de l'association, vous allez voir un petit peu la constitution de ce CA. Voilà, j'en suis le président. Paolo s'occupe de la trésorerie, Philippe est secrétaire, Patrice et Olivier s'occupent de la branche colloque, Audrey et Caroline s'occupent de la branche recherche, David de la branche revue ou je dirais publication, et enfin il y a une branche industrie en création qui va être animée par Anthony Larue. Donc là, les 2 personnes que vous voyez sur l'écran, c'est Dominique Gignac qui s'occupe du site web et notre comptable Olivier Jarroux. Voilà, donc je vais un petit peu vous décrire ces différentes branches. Donc Patrice et Olivier s'occupent de la branche colloque. Donc ils réfléchissent au programme, avec le comité de programme, à la constitution des sessions spéciales, des plénières. Il y a tout un travail assez conséquent qui est fait pour préparer ce colloque. Voilà. Donc nous avons une branche revue, je devrais dire publication. Donc avant nous avions une revue papier, revue traitement de signal. Il y a une nouvelle forme de revue qui est en cours de réflexion. Je ne vais pas vous en dire trop, mais le CA réfléchit à potentiellement publier les actes de la conférence dans des revues, enfin publier des extensions des actes de la conférence dans des revues. Donc c'est David qui s'occupe de cette branche publication. Donc nous avons une branche recherche. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion d'assister à l'école d'été de Peresque, qui a lieu tous les ans depuis 2006, sauf Covid, évidemment. Donc les dernières éditions étaient liées, comme vous le voyez sur ces slides, au système imageur innovant, à l'apprentissage profond cette année. Je ne vais pas vous divulguer les prochaines thématiques, mais il y a un comité qui réfléchit en fait aux futures thématiques qui pourraient être intéressantes pour cette école. Donc la branche recherche s'occupe aussi du prix de thèse qui est délivré conjointement avec le club des EA et le GDR ISIS. Donc les trois derniers récipiendaires de ce prix de thèse, nous présentons leurs travaux jeudi soir. Vincent et Xayoui seront présents et le dernier récipiendaire sera en visioconférence.
voilà, il est en Suède, c'est un petit peu compliqué pour lui de venir se déplacer jusqu'à Nancy, mais il nous présentera ses travaux. Nous avons une branche pédagogie qui a démarré il y a quelques années. Donc c'est Vincent Mazet qui est ici présent, qui s'occupe de cette branche pédagogie. Donc là, vous avez le lien important de la conférence. Si vous êtes intéressé par ces ressources pédagogiques, donc vous avez la possibilité d'utiliser certaines ressources, des supports de cours, des sujets d'examen, des polis, et vous avez la possibilité également de déposer vos propres ressources. Voilà. Donc il y a toute une animation là autour de cette activité pédagogique. Donc je vous encourage un petit peu à aller visiter le site et à y participer. Et enfin, donc je vous disais, nous sommes en création d'une branche industrie. Il nous a paru important dans le conseil d'administration de favoriser les liens entre notre association et le monde industriel. Nos doctorants vont peut-être devenir professeurs des universités ou chargés de recherche, maîtres de conférences ou chargés de recherche, mais la plupart d'entre eux vont aller dans l'industrie. Donc Anthony Larue a accepté d'animer en fait cette branche industrie, donc qui est en création. Donc pour le moment elle va être présentée au CA de mercredi, et donc nous sommes assez, enfin moi en tout cas je suis très enthousiaste de voir que cette branche va apporter quelque chose de supplémentaire dans notre association. Voilà, c'est mon dernier slide. Je voudrais remercier à nouveau les organisateurs du colloque. Le comité de programme, c'est je pense une trentaine de personnes à peu près. Bon, Patrice et Olivier vont vous en dire un petit peu plus dans 5 minutes, qui participent au review de vos articles et à la constitution des sessions. Donc merci à ce comité de programme. Merci à Patrick et à Guillaume qui s'occupent de l'école d'été Peresque, qui vont solliciter certains intervenants pour faire de cette école ce qu'elle est. Donc j'ai eu l'occasion de participer à la première école d'été de Peresque. C'est une aventure. Je vous encourage à y aller. C'est dans un petit village dans la montagne et c'est vraiment très sympathique. Merci à ceux qui s'occupent du prix de thèse. Donc là, Sébastien Bourguignon sera le président de ce jury de thèse. Mais il y a aussi un comité d'organisation qui est présidé par Guillaume, que vous voyez ici. Donc ça, c'est Patrick, Guillaume et Sébastien Bourguignon. Voilà. Merci à nouveau à notre comptable. Qui est la seule personne en CDI dans notre association, donc qui fournit un travail important au niveau des comptes de notre association. Merci à Dominique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller visiter le nouveau site web de l'association. Je vous y invite. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En particulier, vous avez des archives de tous les anciens colloques Gretzi depuis leur création. Donc si vous avez envie d'aller voir les premiers papiers de vos directeurs de thèse, allez voir sur le site de l'association, vous allez voir, c'est très instructif. Vous avez aussi tous les PDF des revues qui ont été publiées dans la revue Traitement de signal qui sont disponibles. Donc il y a tout un travail d'archivage qui a été fait sur notre site. Et enfin, pour terminer, je vous remercie à tous de faire partie de cette famille. Profitez de ce colloque Gretzi 2022 et profitez bien de Nancy. Merci à tous. Donc maintenant, je vais donner la parole au président de la branche colloque. Donc il y a Patrice Abry et Olivier Michel. Bonjour à tout le monde, chers collègues, chers amis. Quel plaisir de déclarer ouvert le colloque Gretzi à Nancy devant un amphi plein, en présentiel.
in real life, dans la vraie vie, enfin je sais plus comment on dit, mais quel plaisir d'être enfin tous ensemble, parce que comme Jean-Yves l'a dit, on est en 2022, un GRETSI, une année paire, c'est pas usuel. Ça veut dire que l'an dernier, il a fallu prendre une décision compliquée, qui était soit de tenter l'aventure de la conférence virtuelle, soit de reporter. Et c'était un choix difficile, mais voyez, finalement, je crois qu'on a fait le bon choix, parce qu'une conférence virtuelle, ça aurait pu donner un GRETSI comme ça. Alors, je sais pas si on aurait eu tous envie d'être devant une visio Zoom. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu donner un GRETSI comme ça. Alors, ça, c'est une blague, mais c'est quand même une blague à 1000 $, parce que c'est ICASP. Pour ceux qui l'ont fréquenté, je sais pas si c'était vraiment une aventure intéressante. Donc, je pense qu'on a fait le bon choix. Ce choix, ça a quand même été un choix compliqué qui a nécessité que l'ensemble de l'association GRETSI, donc Jean-Yves a évoqué le conseil d'administration, le comité de programme et bien sûr le comité d'organisation, on discute, il y avait des avis contradictoires, il y avait surtout des risques à assumer, des risques financiers, des risques au niveau de l'organisation, la difficulté de reporter les invitations de nos orateurs de prestige et pléniers. Donc ça a été un choix voilà, qui a nécessité du travail, et je pense que l'ensemble de ce travail est à mettre au crédit de l'ensemble de l'association. Et évidemment, là-dedans, le comité d'organisation, David Brie et Samson Lassos, ont quand même porté un poids en temps et en psychologie difficile, parce que on va quand même leur rendre grâce. Toute l'année dernière, ils ont maintenu un plan B pour une conférence en hybride qu'on aurait pu jusqu'au dernier moment décider d'organiser. Et même cette année, vous savez qu'en ce moment, ça va plutôt mieux côté Covid, mais si vous vous informez sur les bonnes pages, celle de l'Institut des systèmes complexes par exemple, vous savez que la pandémie est en train de remonter, donc profitons de GRETSI et attendons patiemment la prochaine vague. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont maintenu, y compris pour cette année, la possibilité d'un plan B en hybride, et pour ça, je crois qu'ils méritent une très très grande salve d'applaudissements parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc merci vraiment à vous deux parce que ça a été compliqué. Alors pendant ce temps-là, comme Jean-Yves l'a dit, le comité de programme que Olivier et moi représentons a travaillé. Donc il y a eu ce travail autour de la récupération des archives des GRETSI précédents. Donc il y a eu un certain nombre de gens qui se sont impliqués sur la meilleure façon de rendre accessibles les actes de GRETSI. Et je redis que une des tâches qu'on a envie d'avoir dans le comité de programme, c'est de faire de la publicité pour GRETSI au niveau international et de rendre ces publications accessibles. Ça veut dire, chers collègues qui êtes au CONRS ou au CNU, qu'une publication GRETSI pour les doctorants qui candidatent compte comme une publication EUSIPCO ou comme une publication ICASP. Voilà. Notez le message. On a aussi travaillé avec le comité de programme au site web. Donc on a, je pense, un site web qui gère les soumissions et la revue d'articles qui est maintenant super efficace, super fluide. Ceux qui reviewent pour d'autres conférences et aussi pour GRETSI, je pense, seraient d'accord pour dire que notre site web est compétitif. D'ailleurs, peut-être qu'il y a moyen de le valoriser. C'est une idée en passant. En tout cas, Dominique Gignac, qui a été l'acteur de tous ces changements, l'élu qui implémente tous ces changements-là. Et là aussi, Dominique, tu as fait un travail formidable. Je sais pas où tu es, mais en tout cas, bravo Dominique pour ce travail-là. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du comité de programme parce que malgré tout, là, le temps fractionné, le report des invitations, la suspension du travail et puis ensuite un travail un petit peu accéléré au dernier moment à cause des différents reports fait que le comité de programme a fait un travail important pour proposer des sessions spéciales, pour trouver des invitations et pour assurer un processus de review qui s'est passé extrêmement bien à notre avis. Donc merci au comité de programme. Et puis aussi, certains se demandent peut-être qui est ce comité de programme qui décide quels papiers sont acceptés ou rejetés à GRETSI. Je vais y revenir. Mais on a travaillé au renouvellement, c'est-à-dire que pour l'instant sur la base de ceux qui estiment qu'ils ont assez travaillé pour le GRETSI et qui souhaitent sortir, ou sur la base des plus anciens laisse la place aux plus jeunes. On met en place une procédure de renouvellement. Alors, procédure de renouvellement, ça ne veut pas dire qu'il y aura des candidatures, des examens, des dossiers à examiner, etc. Non, je crois qu'on est suffisamment examiné ou en train d'être examiné pour se passer de ça. Donc, le processus est relativement simple.
Si vous êtes intéressé, vous contactez n'importe qui du comité de programme, vous faites une petite déclaration d'intérêt, et ensuite, sur la base de grands équilibres qui sont de genre, de thèmes et de géographie, on essaye d'assurer un renouvellement du comité de programme qui continue à maintenir la diversité de ces trois catégories. Alors, on va arriver à l'édition 2022, peut-être. Voilà. Alors, bon, Olivier va nous donner quelques informations sur l'édition 2022, mais quand même un très très bon nombre d'articles soumis avec 5 sessions spéciales. Et ce dont je voudrais dire, ça sur quoi je voudrais discuter un instant, c'est le rejet. Donc on a un taux de rejet qui est de 7,5%, qui est à comparer aux autres grandes conférences, en tout cas celles que je pratique régulièrement, ICASP 55%, et puis les autres grands classiques qui sont autour de 25%. Alors, ça fait peut-être sourire, ou ça fait peut-être dire à certains que, mais pourquoi on fait tout ce travail de review pour finalement accepter presque tous les papiers? Alors, petit 1, on n'accepte pas tous les papiers, et puis, moi, je fréquente beaucoup ICASP, ZIPCO, ICIP ou SSP, et je crois que je peux dire, sans hésitation, que la qualité des papiers présentés à GRETSI est tout à fait au niveau de ces conférences-là. Je crois profondément à ce que je viens de dire. Alors, ça veut dire que si on a un taux de rejet qui est relativement bas, c'est pas au détriment de la qualité des papiers, et ce taux de rejet bas, ça permet à toute la communauté française de venir et d'être présente à GRETSI et de bénéficier de cette dynamique qui permet à chacun de présenter ses papiers devant une communauté importante dans un contexte très bon. Et si, à mon avis, il y a une qualité des papiers, il y a 2 raisons fondamentales à ça, qu'il faut absolument qu'on arrive à préserver. D'abord, je crois que, comme on est devant toute la communauté française, tout le monde a envie de présenter très bien ou de soumettre de très bons papiers, et c'est le cas. Je crois que ce mélange entre les plus jeunes et les moins jeunes que Jean-Yves vient d'évoquer fait qu'il y a cette envie, il y a cette émulation, on a envie de rester, on a envie voilà, d'être dans la qualité de ce qui est présenté. Et la deuxième raison, c'est que je crois précisément qu'il y a un comité de programme qui fait son travail de rejeter les papiers qui posent problème et qui le fait très sérieusement, et croyez-moi qu'il le fait de façon parfois très sévère. Je suis souvent surpris d'avoir à jouer le rôle du gentil flic. Voilà. Alors voilà. Donc je pense que c'est ces deux raisons qui font qu'il faut maintenir notre système tel qu'il est. Alors malgré tout, qu'est-ce qu'on rejette? On rejette les papiers qui seraient vraiment trop hors sujet, les papiers qui seraient manifestement, qui posent un problème manifeste sur le contenu scientifique. Et puis il y a quelque chose sur laquelle il va falloir qu'on s'accorde un petit peu. Il y a eu une petite tendance parfois à dire on fait en français la réplication un peu trop proche de ce qu'on a soumis à ZIPCO, à ICIP, à votre conférence anglophone préférée. Alors moi je crois que nous ce que nous proposons, c'est qu'il faut qu'il y ait entre GRETSI et ICASP ou entre GRETSI et ZIPCO autant de différences qu'entre ZIPCO et ICASP par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à resoumettre quelque chose qui ressemble un peu à votre ICASP, à ZIPCO, mais que vous pensez que vous avez fait une variation suffisante pour la présenter à ZIPCO, la même règle s'applique pour GRETSI. D'accord? Donc pas d'autoplagiat de quelque chose qui serait publié, mais une déclinaison par rapport à d'autres travaux. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus sévère avec GRETSI qu'on ne l'est entre ZIPCO et ICASP. C'est ça mon message. Alors ceci dit, cette règle-là, elle a fluctué. Je pensais qu'on avait été clair, mais apparemment pas suffisant. Donc l'ECA et le CP vont se réunir cette semaine, prendre une décision sur ce sujet. Et dans le prochain appel à communication pour GRETSI 2023 à Grenoble, qui va arriver très vite, il y aura une information claire sur ce point-là. Voilà, Olivier, je te laisse prendre le relais pour nous présenter le détail de cette édition 2022. Merci. Bien, laissez-moi, dans un tout premier temps, m'associer à la fois à Patrice et à Jean-Yves pour vous exprimer le plaisir que cela représente d'être en présentiel parmi vous tous et de revoir des gens qu'on a vus à travers un masque ou un écran, parfois les deux d'ailleurs, ce qui est assez surprenant. C'est vraiment beaucoup plus agréable, comme le soulignait Patrice, de se voir dans le vrai monde. Alors, je vais très rapidement vous donner quelques chiffres sur cette édition du colloque 2022.
Donc nous avons eu 358 communications proposées, dont 35 en session spéciale, ce qui fait partie quand même des issues du GRETSI qui ont connu une très forte taux de propositions. Il y a une répartition en session qui est toujours un petit peu délicate. Et pour vous expliquer, puisque nous avons été interpellés à plusieurs fois sur le sujet, pour vous expliquer comment on procède, on attribue le nombre de sessions orales ou de sessions postères simplement au prorata des papiers qui sont soumis au sein de chaque thème. Alors évidemment, ça tombe jamais sur des comptes ronds, il y a des petits arbitrages à faire, mais globalement, la répartition en sessions est à l'image du taux de soumission dans chacun des thèmes scientifiques qui composent le colloque. Donc cette année, nous aurons 16 sessions postères qui vont regrouper à peu près 220 communications, 16 sessions orales pour 80 communications et 3 sessions spéciales que j'ai qualifiées d'ordinaires. Ça ne veut absolument pas dire qu'elles sont ordinaires dans un sens péjoratif, mais c'est des sessions spéciales au sens où nous les avons connues dans les précédentes éditions du GRETSI. Donc ces sessions spéciales vont porter sur les données de télédétection de dernière génération, le transport optimal, l'apprentissage et des aspects statistiques et apprentissage sur les groupes de lignes. Mais il y a une petite nouveauté dont nous avions débattu lors du GRETSI à Lille, c'était la possibilité laissée de faire des propositions de sessions spéciales très courtes sur des thèmes chauds d'actualité scientifique ou en tout cas en relation avec nos préoccupations scientifiques. Et nous avons deux propositions qui ont été retenues de ces sessions spéciales courtes, qui ont regroupé 9 communications. Une sur la modélisation et la surveillance des épidémies, sujet dont on ne peut pas dire qu'il ne nous ait pas impacté ces dernières années. Et enfin, une qui correspond sans doute à des problèmes liés à une certaine forme de dissonance cognitive que certains d'entre nous peuvent connaître à l'heure actuelle dans nos sujets de recherche, et qui porte sur le traitement de signal et l'exigence de décroissance. Alors, pour aller un peu plus loin dans les chiffres, on peut se demander finalement, GRETSI, ça représente quoi en termes de chiffres, de nombre de papiers, etc. Est-ce que c'est stable dans les années? Vous voyez que cette année, nous avons 337 articles acceptés, sessions spéciales incluses, qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu une phase de croissance du GRETSI entre 1967 et puis le début des années 90. Et puis depuis le début des années 90, vous voyez que si on regarde le minimum et le maximum, en termes de nombre de publications retenues et actuellement présentes dans les actes du colloque, on trouve un minimum en 2017 avec presque 300 publications et un maximum à 375 en 97. Bon, je ne résiste pas au plaisir de repréciser que c'était à Grenoble. Alors, tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver bien sûr en exploitant le site d'archives qui a été mis en place par Dominique, et qu'il en soit à nouveau remercié. Je pense que c'est vraiment un très bel outil. Et je pense que, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, ou les moins jeunes, dirait Jean-Yves, enfin je suis moins politiquement correct, vous pouvez aussi aller y retrouver les premiers papiers que vous avez commis, ce qui provoque un sentiment à la fois de nostalgie, d'émotion, parfois d'effroi aussi. On s'aperçoit qu'on rédigeait pas tout à fait pareil. Et puis que la forme que ça prend est assez amusante dans la mesure où à l'époque on faisait quand même du copier-coller avec une paire de ciseaux et un tube de colle UU. Pour ceux à qui ça rappellera des souvenirs, vous verrez que toutes ces traces-là sont encore présentes. Donc c'est vraiment un site que nous devons de valoriser, et il y a un contenu en termes techniques et scientifiques qui est assez intéressant. Et on s'aperçoit aussi d'ailleurs, et j'invite les plus jeunes à le faire en parcourant ces thématiques, on s'aperçoit que certains sujets reviennent de façon périodique en termes méthodologiques, voire en termes de soucis. Alors, toujours pour parler des évolutions récentes en termes de publication, nous avons observé cette année, alors est-ce que ça va se confirmer dans les années à venir, je ne sais pas, mais nous avons observé quelque chose d'assez intriguant. Le thème 1, qui est vraiment le thème autour des représentations de signaux, systèmes et des modèles, a connu un nombre de propositions d'articles qui a pratiquement été divisé par 2, alors que le thème 3 sur traitement et analyse, lui, a vu son nombre de papiers soumis très largement augmenter. Donc le total a pratiquement pas bougé, il y a juste eu un transfert des propositions d'un thème sur l'autre, donc il va falloir sans doute essayer d'analyser et de comprendre, soit pour équilibrer un petit peu le nombre de sessions ou de thèmes, voire, et ça fait partie des travaux du comité de programme, voire de redéfinir un petit peu les contours de chaque thème et des sous-thèmes pour mieux s'adapter justement au type de propositions d'articles que nous recevons.
Alors, le GRETSI, c'est bien sûr des papiers scientifiques, et c'est souvent pour les plus jeunes d'entre nous une des premières opportunités de publier en langue française, qui représente quand même une certaine forme de plaisir. Ça, c'est toujours assez gratifiant, je trouve, de travailler dans sa langue natale, même si on ne doit pas exclure, bien sûr, de travailler en anglais, ce qu'on fait 99% du temps. Ce sont des communications, mais c'est pas seulement des communications, c'est aussi l'occasion pour le comité de programme de mettre en place des sessions qu'on a qualifiées de conférences de prestige ou de sessions plénières qui permettent d'élargir un petit peu les horizons de nos thèmes scientifiques. Donc la conférence de prestige qui vous sera présentée ce soir, je laisserai Patrice vous en dira beaucoup plus à l'occasion de cette conférence, sera présentée par Ami Dahan et va parler un petit peu de responsabilité scientifique en temps de crise, ce qui est un sujet qui peut nous permettre aussi d'approfondir un peu nos réflexions sur le sens que l'on veut donner à nos travaux. Les sessions plénières, dont la première aura lieu d'ici quelques minutes, nous permettra d'accueillir Lenka Zdeborova, qui va nous parler un petit peu de physique statistique et de modèles computationnels, Francesco Sinesta, qui va parler de jumeaux numériques, et puis Pierre Rouchon, qui va nous parler un petit peu de mécanique quantique et de cryptographie quantique. Donc on vous en dira beaucoup plus en temps venu. Et enfin, c'est aussi, et là je suis un peu redondant avec ce qu'a dit Jean-Yves, c'est aussi l'occasion de permettre aux lauréats du prix de thèse du GDR ISIS, du Club E2A et du GRETSI de présenter leurs travaux devant une assemblée plénière, ce qui est quand même quelque chose qui nous permet aussi d'offrir à ces jeunes l'occasion de valoriser ces travaux qui sont souvent originaux et de très haute qualité. Ce sont des communications, mais pas seulement, on va continuer sur cette rubrique. Il y a aussi la session organisateur qui aura lieu jeudi. Alors, je ne vais pas divulgacher le programme, je laisserai à David le soin de vous présenter tout cela d'ici quelques minutes. Alors, pour que vous compreniez bien, et surtout pour les plus jeunes d'entre vous, la façon dont nous fonctionnons, lors du GRETSI sont systématiquement organisées aussi une réunion plénière du conseil d'administration, qui aura lieu mercredi, une réunion plénière du comité de programme. Donc, le comité d'administration, c'est le comité d'administration d'une association, où tous les points de fonctionnement et de la vie quotidienne sont revisités et discutés. La session plénière du comité de programme, elle permet de commencer à poser les jalons de ce que seront les conférences futures. J'y reviendrai un peu plus tard. Et il y a une nouveauté cette année. Il va y avoir une table ronde organisée à l'initiative de Arsenia Corti, ou Shorty, j'espère ne pas trop écorcher son nom, et de Inbar Fijalkov, qui s'intitule « Quelques conseils pour les jeunes chercheuses en TSI et leurs encadrants », et qui a pour objet aussi de poser quelques pierres à la réflexion sur la façon dont on peut attirer des jeunes chercheuses dans nos domaines. Vous savez, vous êtes tous, en tout cas, pour une grande partie d'entre vous, professeurs ou maîtres de conf dans des universités, vous savez qu'on a des amphis où finalement la population féminine est souvent assez peu représentée. Donc là, il y a sans doute des actions à mener en termes de communication et d'incitation. Et je m'arrêterai ici. Je vais passer la parole à David, que je ne vois pas. De toute façon, je ne vois rien avec les spots. Donc, je ne sais pas où il est là. Je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente conférence. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, au nom du comité d'organisation, je voulais vous remercier de votre participation. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir cette salle très fortement remplie. Voilà, on a eu beaucoup de travail, mais ça fait vraiment plaisir de voir ce résultat. Alors, je vais vous parler un petit peu du colloque. Donc, en fait, cette idée-là, elle est née il y a 5 ans. C'est Samson et moi dans une discussion totalement informelle au GRETSI de Juan-les-Pins en 2017, qui avons envisagé de proposer la candidature de Nancy. Et cette candidature, une fois qu'elle a été proposée, elle a été validée par le conseil d'administration. Ça, c'était en 2019. Jusque-là, tout va bien. Le GRETSI à Lille, qui permet de confirmer la candidature, tout est rose, et pof, la pandémie arrive. Et la pandémie arrive, et ça a été vraiment un coup dur pour nous, franchement, parce qu'on avait déjà vraiment commencé à travailler, on avait mis en place déjà plein de partenariats avec le monde académique, avec le monde industriel, et puis il a tout fallu recommencer.
Voilà, donc voilà, une décision a été prise. Je pense que c'était la bonne parce que c'est la décision de se retrouver tous ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important. Eh ben ça y est, on y est. On est au colloque 2022, le 6 septembre 2022. C'est le début de ce colloque. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de vous souligner sur le colloque, d'une part, c'est un événement scientifique de premier plan. Voilà, je vous en êtes la preuve. Voilà, des thèmes d'actualité. Alors ça, vous pourrez vous en rendre compte en regardant les sujets des sessions spéciales, les sujets des conférences de prestige, etc. Donc là, je trouve que c'est vraiment en pleine adéquation avec les problématiques de notre monde. C'est aussi un lieu de rencontre privilégié. Voilà, pour moi, c'était inespéré d'avoir autant de monde. Je vois ça et je vous donnerai quelques chiffres sur la participation. Vous allez voir que c'est quand même très très bien. Et puis un dernier point, c'est on a voulu, dans la mesure, avec nos faibles moyens, assurer un côté éco-responsable à ce colloque. Donc vous n'avez pas de sac. Vous n'avez pas de sac, ça c'est un choix. On vous a remis des éco-cups que vous êtes libre d'utiliser ou pas. Je vous invite à les utiliser. Ce sont des petits gestes, mais qui peuvent peut-être, je l'espère en tout cas, améliorer le sort de notre planète. Pas de clé USB. Tous les programmes, les actes du colloque sont en ligne. Voilà. Et puis on a essayé de mettre en place quelque chose. Si vous regardez vos badges, en fait, ils sont uniquement estampillés Gretzi. Ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est de les récupérer. Ceux qui veulent les garder auront le droit de les garder, mais si vous voulez les remettre à la fin du Gretzi, on peut les récupérer, et l'idée, c'est de les réutiliser lors du prochain colloque. Ça fera toujours ça en moins à acheter pour les organisateurs. Eh ben. Ok. Alors nous vous accueillons, dans ce lieu. Alors c'est le centre Jean Prouvé. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Prouvé. Alors les Prouvé, c'est une grande famille d'artistes nancéens. Le père, Victor, qui était le peintre de l'école de Nancy. Jean Prouvé, son fils, qui était ingénieur et designer, et qui a commencé essentiellement dans la ferronnerie pour évoluer vers le design de meubles et plus après vers l'architecture. Voilà, une grande famille d'artistes. Voilà, et ce bâtiment a été conçu par le fils de Jean Prouvé, Claude Prouvé, qui est également un architecte. Alors bon, c'est un bâtiment que je trouve pour ma part très joli. Alors, c'est très moderne. C'est aussi un lieu qui est parfaitement adapté à l'organisation de ce type de manifestation. Alors pour vous aider à vous repérer, j'ai mis un plan. J'ai mis un plan ici. Alors ici on a le foyer. Le foyer, c'est là où se dérouleront les sessions posters et les pauses café. Ici, l'auditorium, c'est où nous sommes, l'auditorium 850. C'est là qu'auront lieu les plénières et toute une partie des sessions orales. Et puis ici, deux grandes salles, on appelle les salles 103, 104, 105, 106. C'est des salles qui permettent de contenir 150 personnes où auront lieu les sessions orales. Pour les déjeuners, ils seront pris sur place à l'espace panoramique. Alors l'espace panoramique, je vais vous le montrer, c'est là, au 3e niveau. Donc nous, on est au 2e niveau, tout se passe au 2e niveau, sauf les déjeuners qui vont se dérouler à l'espace panoramique. Et les déjeuners, les 4 repas du midi, de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sont pris en charge par l'association. Alors le colloque Gretzi, c'est un programme scientifique riche, programme que vous pouvez retrouver dans les petits bouclettes qui vous ont été remis à l'accueil. Vous pouvez également les retrouver sur le site de l'association. N'hésitez pas, si vous voulez les télécharger pour mettre sur votre téléphone. Voilà, faut savoir travailler avec les outils de son temps. Voilà, et puis alors quelques chiffres quand même.
dont je vais vous parler, parce que franchement, ça m'a épaté. Alors 358 communications soumises, il y en a, j'ai plus en tête le chiffre exact, qui vont être présentés, 520 inscrits. C'est vraiment remarquable. Et parmi ces 520 inscrits, 160 étudiants. Là, franchement, je suis extrêmement content parce que les étudiants, c'est notre futur. Et je tiens à le dire, nous avons besoin de ces étudiants et c'est eux qui feront le traitement du signal de demain. Donc, voilà, je suis très content aussi par rapport à ça. Alors, il y a les conférences de prestige, une conférence de prestige, 3 plénières, et puis une session organisateur sur lequel je vais revenir. Alors, 2 temps dans cette session organisateur. Une conférence plénière de Merwan Deba qui va tourner autour de les besoins en termes d'outils mathématiques et physiques pour les télécommunications et le calcul de demain. Et puis une table ronde sur la transition énergétique. Alors cette table ronde, l'objectif c'était de faire un petit peu écho à la conférence de prestige qui avait eu lieu à Lille et où Jean Josel nous avait parlé du changement climatique. Et là, l'idée, c'est essayer d'animer une discussion autour de la transition énergétique, c'est-à-dire comment faire pour diminuer notre consommation et ainsi peut-être arriver à enrayer le dérèglement climatique. Voilà. Alors cette conférence va être animée par un journaliste qui anime une web radio qui s'appelle Durablement Votre. Donc c'est Eric Mutschler. Je l'ai dit avec l'accent alsacien. Programme social. Alors programme social, il y aura 2 événements. Un cocktail dînatoire qui initialement était prévu place Stanislas dans les locaux de la mairie. Malheureusement, là il y a une manifestation qui se déroule à partir de vendredi et les salons de l'hôtel de ville où devait avoir lieu le cocktail dînatoire sont pris comme espace de stockage de matériel. Donc ils ne sont pas accessibles et donc eh bien nous allons faire ça au centre Prouvé, donc dans le foyer 850, c'est-à-dire juste à côté ici. Donc il y aura un cocktail dînatoire avec une petite surprise vidéo musicale et ça sera fait par Janie. Donc Janie c'est ma fille. Donc, voilà. Et puis une soirée de gala qui va se dérouler à l'abbaye des Prémontrés. Alors l'abbaye des Prémontrés, ça se situe à Pont-à-Mousson. Alors, bon, si vous aimez un petit peu l'histoire, c'est en fait Pont-à-Mousson, c'est la première ville qui a accueilli l'université en Lorraine. La première université de Lorraine, c'était à Pont-à-Mousson. Elle a été ensuite seulement transférée à Nancy. Voilà. Donc, et en fait, l'abbaye, c'était le lieu original de l'université de Pont-à-Mousson. Donc, nous irons à l'abbaye des Prémontrés. Alors, pour aller à l'abbaye des Prémontrés, il faut prendre le bus. Je vous donne rendez-vous devant le palais des congrès, par ici, et nous prendrons les bus juste devant là. J'espère que j'ai rien oublié. Non. Un petit peu, je vais parler un petit peu de Nancy. Alors Nancy, grosse ville universitaire, c'est une agglomération d'environ 350 000 étudiants, 55 000, 60 000 étudiants. Voilà, sur le site lorrain. Donc assez grande ville. C'est une ville d'art, d'histoire et de culture. Alors vous avez sûrement tous entendu parler de la place Stanislas. Donc je vais vous donner une petite photo. Ici, donc, patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors n'hésitez pas à voir tout l'ensemble 18e. Il y a la place Stanislas, bien sûr, mais il y a aussi la place de la Carrière et la place d'Alliance. Ça forme un ensemble vraiment cohérent, architecturalement, et enfin c'est vraiment intéressant à voir l'ensemble. C'est mon point de vue. Il y a aussi toute une partie de la ville qui date de la fin du Moyen-Âge, Renaissance. C'est ce qu'on appelle la vieille ville, avec comme monument emblématique le palais des Ducs de Lorraine et la porte de la Graffe, que vous pouvez voir ici.
Et puis Nancy, c'est vraiment une ville d'art. Alors vous avez tous, je pense, entendu parler de l'école de Nancy, dont se sont inspirés tous les gens qui ont fait, par exemple, les entrées du métro à Paris. C'est vraiment une inspiration qui vient de l'école de Nancy. Alors avec des représentants assez connus, Dôme, qui fait de la pâte de verre, Gallet, Émile Gallet, qui était un verrier également, Majorel, qui faisait des meubles, mais qui était aussi architecte, et puis pas mal de choses. Donc, alors, des éléments école de Nancy, on en retrouve partout dans Nancy. Il n'y a pas un lieu où tout va être regroupé. Si vous voulez les voir, il va falloir que vous marchiez un petit peu. Si ça... je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant à faire, c'est l'Excelsior, c'est une grande brasserie, dans tout le mobilier, tout le décor est école de Nancy. Il y a des vitraux magnifiques et vous pouvez aller prendre un déjeuner là ou manger un soir. C'est quelque chose qui est intéressant à faire. Et si vous voulez faire local, vous dites l'Excel. Enfin, Nancy, il y a une activité culturelle assez importante. Alors, il y a des musées, il y a des festivals de musique, en particulier un gros festival de jazz qui s'appelle NJP. C'est une scène nationale avec l'opéra, avec également le Centre culturel André Malraux, qui s'intéresse beaucoup plus aux aspects musique actuels, des choses un petit peu plus trapues, on va dire. Et puis, j'ai voulu mentionner également le Livre sur la place, qui est une manifestation qui a lieu donc à la fin de cette semaine. Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas. C'est une manifestation littéraire où en général toutes les grandes radios viennent faire un petit tour et il y a des auteurs qui font des dédicaces. Voilà. Dernier point, le City Pass. Donc à l'accueil, vous avez des petites cartes comme ça. N'hésitez surtout pas à les prendre et à faire la demande du City Pass auprès de l'Office du tourisme. Ça vous donnera droit à visiter gratuitement tous les musées de l'agglomération de Nancy et puis d'autres aspects intéressants en termes de réduction sur des coûts de je sais plus quoi. Je vous invite à aller voir. Voilà, et c'est ce qui est marqué, réduction plus offre partenaire. Voilà. Allez voir, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous avez le droit, ça fait partie du package. Bon, il y a beaucoup de personnes à la conférence, grâce à ça, on peut avoir droit à ce City Pass. Alors, les sponsors. S'il n'y avait pas de sponsors, nous n'aurions pas pu vous accueillir dans cet espace. Voilà, donc je veux vraiment les remercier. Alors nous avons eu des sponsors industriels, Thales, RTE, Air Liquide, Le Cri de Bois, Orange, également TII, qui est une espèce de centre, on va dire, entre le CEA et peut-être l'INRIA, et qui se trouve à Abu Dhabi, voilà, qui nous a très bien subventionné. Donc voilà, je voulais remercier nos partenaires industriels. Voilà, c'est en partie grâce à eux que nous pouvons être là. Je veux également remercier nos partenaires académiques. Alors j'ai mentionné les 3 labos, le CRAN, le Lauria et l'Institut Élie Cartan de Lorraine, qui sont les labos, on va dire, en lien avec les activités du GRETSI. Une mention toute particulière au CRAN, qui est mon labo et qui a en particulier subventionné, c'est une chose, mais aussi mis à disposition des personnels pour aider à la réalisation des bouclettes, pour nous aider à tout ce qui est impression, voilà. Donc tout l'aspect logistique a été mis à disposition par le CRAN et je pense que en tout cas, le comité d'organisation souhaitait les remercier à ce titre. On a reçu également des soutiens de nos tutelles, l'Université de Lorraine, le CNRS, l'INS2I et l'INRIA. Et puis une mention toute particulière, parce que je pense que c'est suffisamment rare pour que ça mérite d'être mentionné. On a reçu le soutien de la structure d'enseignement dans laquelle je suis, l'IUT de Nancy-Brabois, qui a contribué de façon non négligeable à subventionner le colloque. Je trouve ça très bien qu'une structure d'enseignement subventionne un colloque recherche.
Et je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est de garder ce lien entre enseignement et recherche. Ça fait partie de notre mission, en tout cas nous, enseignants-chercheurs, mais je pense que les chercheurs sont aussi impliqués dans cette problématique. C'est une vraie problématique, garder ce lien. Et là, vraiment, je tiens à remercier la direction de l'IUT Nancy-Brabois pour son soutien et voilà. Et puis, on a reçu aussi le soutien des acteurs politiques, en particulier la métropole du Grand Nancy et la région Grand Est. Donc c'est un soutien qui est vraiment loin d'être négligeable également. Donc je voulais les en remercier. Un dernier point. Là, je veux remercier en fait toute l'équipe qui est autour de Samson et moi pour l'organisation de ce colloque. Donc là, c'est une photo qu'on a fait hier soir après avoir installé les badges. Il en manque certains, voilà. Mais je voulais vraiment les remercier parce que c'est quand même très bien de pouvoir compter sur les gens et quand on leur demande quelque chose, ils répondent présent. Et ça, vraiment, je trouve que ça n'a pas de prix. Donc un grand merci à toute l'équipe pour l'organisation. J'ai pas tout à fait terminé. J'ai mis des mirabelles là. Il y en aura à disposition à la pause. N'hésitez surtout pas. Alors n'ayez pas peur. Il y a une petite pellicule blanche sur la mirabelle. C'est normal. Vous pouvez les manger. Il n'y a pas besoin de les laver. Elles viennent d'un endroit sûr. Voilà. Non mais n'hésitez pas. Et puis bon voilà. Et j'ai un tout dernier slide sur la météo. Bon, bah c'est pas terrible. Voilà. Je suis désolé, mais voilà. Il a fait beau tout l'été. Voilà. Je vous remercie et puis bon Grexit.